Donc là, nous sommes en page... Donc là, on va suivre la partie du document. Hein? D'accord. On va suivre la partie du document. Donc là, cours de 9, chapitre 0. Tout le monde y est? Introduction. Donc là, tout le monde s'y met. Chapitre... Donc là, j'ai dit chapitre 0, introduction. Objectif. L'objectif, c'est de résoudre les équations différentielles et les équations dérivées partielles. C'est ça, ED. ED, c'est équation différentielle. EDP, c'est équation dérivée partielle. Donc, il faut résoudre ces équations-là par une méthode numérique. Donc, il faut résoudre ça numériquement. Alors, pourquoi? Alors, les phénomènes physiques sont décrits par des modèles mathématiques. Et les modèles mathématiques eux-mêmes sont constitués d'opérateurs différentiels portant sur une grandeur physique. Bien. Par exemple, quand on résout par exemple le problème de l'astostatique, l'équation c'est lambda plus 2 mu, gradient de divergence U, moins mu rotationnel de rotationnel U plus F est égal à 0 sur un domaine physique oméga. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'équation en déplacement de Navier-Papéron. On peut mettre cette équation sous la forme d'un L de U égale à 0 dans oméga, où L donc est un ensemble d'opérateurs différentiels, le gradient là, le rotationnel, ainsi de suite. Et ceci porte sur la grandeur physique U. U ici, c'est le champ de déplacement. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une équation en déplacement de Navier-Papéron. Ok. Alors ici, oméga, c'est un domaine physique dont la frontière est gamma. Voilà. Donc, l'équation dérivée partielle peut se mettre L de U égale à 0 dans oméga et C de U égale à 0 sur gamma. Où L et C sont donc des opérateurs différentiels. Voilà. U est la grandeur physique qu'on cherche. Absolument. Donc, on cherche la distribution spatio-temporelle du champ de température, du champ de déplacement. Donc, on pourrait dire que l'inconnu de ce problème, c'est U de X et de T. Absolument. Donc, ça, c'est le champ de déplacement U qui est inconnu sur le domaine oméga. Alors, quand on établit un modèle mathématique comme celui-ci, évidemment, l'objectif, c'est de résoudre. On dit qu'il faut intégrer le modèle pour trouver donc l'inconnu. Ici, donc, l'inconnu, c'est U. Alors, la donnée, c'est F. Voilà, qui est donc le vecteur force de volume. Voilà. Voilà, donc, quand on établit le modèle, l'objectif, c'est de trouver la distribution spatio-temporelle de la grandeur physique phi. C'est-à-dire résoudre l'équation différentielle ou l'équation dérivée partielle. Alors, résoudre cette équation, c'est donc intégrer le modèle. Voilà. Et pour intégrer le modèle, il y a deux familles de méthodes. Soit on peut intégrer par les méthodes analytiques. Voilà. Soit on peut intégrer par les modèles numériques, par les méthodes numériques. Vous y êtes? C'est ça. C'est exactement. Donc, on établit les modèles mathématiques, comme en mécanique de milieu continu là. Alors, si on intègre le modèle par les méthodes analytiques, alors on aboutit à une solution analytique qui est exacte et continue. Voilà. Ça veut donc dire que la solution de cette équation là sera donnée par U de X et de Y, Z et de T. De telle sorte que si on se donne X, Y, Z et T, on peut donc trouver le champ de déplacement en un point quelconque et à un instant quelconque. C'est ça. Donc, si on peut résoudre le problème par les méthodes analytiques, ça aboutit donc à ces solutions-là. Bon, malheureusement, pour la plupart des problèmes réels, les solutions analytiques ne sont pas toujours disponibles. Donc, on a recours à des méthodes numériques. Absolument. Alors, les méthodes numériques, c'est donc, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de nombres. C'est un vecteur de nombres. Et les méthodes numériques donnent des solutions approchées. Approchées et discrètes.
ici, le contraire de exact, c'est approché. Le contraire de continu, c'est discret. Voilà. Donc, ça veut donc dire que les solutions numériques sont approchées, alors que les solutions analytiques sont exactes. Les solutions numériques sont discrètes, alors que les solutions analytiques sont continues. Alors, solution discrète, qu'est-ce que ça veut dire? On va beaucoup insister sur ce terme ici dans la suite. Solution discrète, ça veut donc dire que ici, vous voyez, le domaine oméga là, ok, ici, on va donc sortir la solution numérique en un nombre précis de points de oméga, et non sur l'ensemble du domaine oméga. C'est ça que cela veut dire, que la solution est discrète. Ça veut donc dire que on sort la solution simplement en un certain nombre de points. Absolument. Bien. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, les solutions analytiques sont réservées au cas d'école. Tout le monde suit là? Non, on suit le fichier, hein? D'accord. Alors, les solutions analytiques sont réservées au cas d'école, c'est-à-dire à des problèmes simples, dont la solution n'a pas beaucoup de portée pratique. Voilà. Et donc, pour l'industrie, par exemple, pour avoir des résultats exploitables, on est obligé de passer par des solutions numériques. Voilà. Alors, donc, maintenant, pour les méthodes numériques, on a deux grandes familles. Puisque les solutions sont discrètes, la question c'est de savoir comment discrétiser dans le milieu oméga. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour cela donc, les solutions numériques présentent deux grandes familles de méthodes. Soit la discrétisation intérieure, soit la discrétisation extérieure. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on distingue les méthodes numériques extérieures et les méthodes numériques intérieures. Les méthodes numériques extérieures, ça veut donc dire que c'est uniquement la frontière du domaine qui est discrétisée. Voilà. Par exemple, la méthode de discontinuité des déplacements. Évidemment, comme nous n'allons pas voir parce que ça ne nous concerne pas. Alors, on va s'intéresser plutôt aux méthodes numériques intérieures, c'est-à-dire que c'est l'intérieur du domaine qui est discrétisé. Alors, dans cette famille de méthodes, on peut classer la MEF qui nous intéresse, les différences finies, les volumes finis, ainsi de suite. Donc, voici par exemple un domaine oméga où on a discrétisé plutôt le domaine intérieur absolument de oméga. Voilà. C'est ce que nous allons appeler tout à l'heure le maillage. Voilà, le maillage. Voilà. Pour revenir à ce que vous connaissez bien, quand vous prenez par exemple le robot, hein, d'accord, quand vous prenez le robot, on vous parle de maillage. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez le menu général, regardez le menu général du robot, il vous donne le type d'élément. Vous saisissez les bords extérieurs de votre domaine. Et vous dit quel type d'élément voulez-vous choisir? Vous choisissez. Et vous dit combien d'éléments voulez-vous pour le maillage? Vous choisissez. Vous cliquez directement, il vous donne une proposition de maillage. Si vous validez, c'est bon. Si vous ne validez pas, vous annulez, vous revenez au menu général. D'accord? Voilà. Donc, ici, c'est le maillage de l'intérieur du domaine. Alors, si c'est une poutre, si c'est une dalle, si c'est une fondation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, je dis qu'il existe une kyrielle de méthodes numériques. Bon, il existe beaucoup de méthodes numériques. Maintenant, on nous dit, ok, il faut étudier la MEF. La MEF, je rappelle que c'est la méthode des éléments finis. Bon, on peut donc se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande d'étudier particulièrement la MEF alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes numériques? Les méthodes numériques, il y en a foison. Il y en a foison. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on nous demande d'étudier la MEF alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes. Donc, c'est pour ça que j'essaie un peu de justifier. Alors, donc, la MEF, c'est la méthode numérique la plus étudiée dans les écoles d'ingénieurs. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi la méthode la plus utilisée dans le codage des logiciels industriels de calcul.
Si vous regardez Robot, Abacus, César, Aster, tout ça c'est codé en 9. RDM6, tout ça là, c'est codé en 9. Donc c'est pour ça qu'on insiste dessus. Parce que c'est la méthode qui intervient dans la plupart des logiciels que vous allez utiliser en entreprise. Voilà l'une des raisons fondamentales. Ok. C'est aussi une méthode qui a de solides bases théoriques et mathématiques. On va le voir tout à l'heure. C'est une méthode très générale qui peut s'adapter à plusieurs disciplines scientifiques, pourvu que le problème puisse être décrit par une équation aux dérivées partielles. Donc ici, peut-être c'est là où vous exercitiez qu'il y a une coupure là. Hein? D'accord? Non, il n'y a pas de coupure. Donc ici, c'est vrai que là, il y a un peu une petite coupure là. Donc ici, pourvu que le problème puisse être décrit par une EDP, c'est ça ici la EDP, c'est-à-dire une équation aux dérivées partielles. À ce moment-là, on peut l'appliquer même aux sciences économiques, à la biologie, à l'économie, aux sciences physiques, à tout, à l'électricité, à tout. D'accord? Nous, ici, on applique ça dans le domaine de la mécanique et du génie civil, parce que nous sommes mécaniciens. Mais en électricité, on peut faire la même chose, en économie, on peut faire la même chose, pourvu que le problème à résoudre soit décrit par une ED ou une EDP, une équation différentielle, une équation dérivée partielle. Quelle est d'ailleurs la différence entre une ED et une EDP? C'est quoi la différence entre une équation différentielle et une équation dérivée partielle? C'est quoi la différence au différentiel et une équation dérivée partielle? C'est quoi la différence? Le mathématicien, c'est juste simplement un problème de variable. C'est-à-dire que les équations différentielles, tu as une seule variable, hein, d'accord? Tu as fait d1 de f sur d1 de x, ça c'est une équation différentielle, ok? Ou bien x point, hein, si c'est le temps, donc tu as une seule variable. Bon, maintenant une équation dérivée partielle, ça veut dire que tu as plusieurs variables. Tu as par exemple la variable espace et la variable temps. Voilà, à ce moment-là, tu as par exemple d de f sur dx2 plus d de f sur d sur dt2. À ce moment-là, ça devient une équation dérivée partielle. Absolument. Bien. Donc, ça s'applique à tout domaine physique. Voilà. Que le domaine ait des tangentes partout ou bien qu'il y ait des points de singularité. Alors là, on peut, ça s'adapte partout. Alors, donc c'est ça que ça, c'est un domaine avec des points angulaires, un domaine avec des tangentes partout, c'est-à-dire un domaine avec une frontière régulière. Voilà. En ce qui concerne ce cours, la MEF sera appliquée à la MMC, à la RDM, au calcul de structure, à la thermique et au couplage thermomécanique. Voilà. Mais c'est pas la c'est vous les seuls. Comment les étudiants sont où? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de ça. Vos étudiants ne sont pas venus? Bon, après, ils seront encore zéro, après, on se plaint. Il n'y a pas de problème. Personne n'est là. Ils ne sont pas là. Ok, espérons qu'ils vont venir. De toutes les façons, on s'est arrangé pour qu'il y ait la vidéo. Donc, on a bien pris la vidéo. Donc, après, comme hier, on n'a pas pu faire le cours. Donc, si aujourd'hui, on l'a fait encore, donc ça peut faire bien 2 séances. Donc, vraiment, on a insisté pour faire le cours. Après, on est en train de monter la vidéo. Après, on va faire la vidéo en ligne. Tout le monde va regarder la vidéo. Ok? Donc, si les autres viennent, ils vont prendre la chose, ils vont prendre le train en marche. Ok, c'est bon. D'accord. Ok. Donc, on va expliquer ça, la mécanique. Alors, ce qu'on appelle la mécanique structurelle, c'est la mécanique qui concerne le champ de déplacement, la MMC, la RDM, le calcul de structure, tout ça. La mécanique non structurelle, c'est la thermique, hein, parce qu'à ce moment-là, l'inconnu principal, c'est le champ de température. On peut résoudre soit les problèmes statiques ou stationnaires, soit les problèmes non stationnaires, c'est-à-dire dynamiques. Problème stationnaire, ça veut dire que le temps n'intervient pas. Un problème non stationnaire, ça veut dire que là, le problème est dynamique. Par exemple, par exemple, les vibrations et tout ça là. Là, le temps intervient. Voilà. Alors, pour le principe de la méthode, donc, comme toutes les méthodes numériques, la même s'applique en convertissant ou en transformant les EDP en SEA. Alors,
SEA, ça veut dire système d'équation algébrique. SEA, bon, ça veut dire un système K fois, par exemple, X égale Y, où X est le vecteur inconnu et Y est le second membre. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est un système d'équation algébrique. Donc, toutes les méthodes numériques fonctionnent comme ça. On transforme les ED ou bien les EDP en SEA. Maintenant, la particularité de la MEF, c'est comment est-ce que cela se fait. C'est ça. Toutes les méthodes numériques ont pour... Parce que l'avantage d'avoir le SEA, c'est que l'ordinateur résout justement le SEA. D'accord? Si vous prenez, c'est pas moi, si vous prenez MATLAB, d'accord? Vous mettez n'importe quelle matrice dans MATLAB, elle t'élimine ça. Que la matrice soit linéaire, non linéaire, n'importe comment, elle t'élimine ça. Donc c'est ça l'objectif. Donc il faut qu'on ramène les ED ou les EDP en SEA. Pourquoi? Mais parce que quand les méthodes sont numériques, l'ordinateur peut résoudre n'importe quel SEA, quelle que soit sa taille, quelle que soit la structure de la matrice. Je parle là aux mathématiciens. D'accord? Voilà. Donc c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Parce que l'objectif c'est que ce soit fait numériquement. Donc ça veut dire un code de calcul, on fait passer à l'informatique, un code de calcul qu'on établit, voilà, on programme dans MATLAB, dans n'importe quoi, dans Robot, dans n'importe quoi, d'accord, ok, et cela vous sort la solution. Alors que s'il fallait intégrer analytiquement, il faudrait que l'équation soit très simple, en général en une dimension et peut-être linéaire. Au-delà de ça, trouver des solutions analytiques, ce n'est plus évident. Ok. Donc c'est pour ça donc, que j'ai dit le système d'équation algébrique, voilà la structure, K fois U égale F. Ici, U est l'inconnu, F c'est le second membre. Donc maintenant, la MEF s'occupe donc de faire cette transformation en discrétisant une forme intégrale. Donc ça c'est la définition pratiquement de la MEF. Alors, les EDP sont en général complexes, sauf pour les cas d'école. Alors que les SEA peuvent être résolus, quelle que soit leur structure, par un ordinateur. Voilà. Ok. Donc en soft qu'en hard, c'est-à-dire qu'en soft, c'est-à-dire le logiciel, en hard, c'est-à-dire en réalité les mémoires, les tailles de mémoire, d'accord, des machines pour résoudre. Et donc la MEF se résume en 5 étapes. Premièrement, il faut rappeler les équations dérivées partielles. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la formulation forte ou bien la formulation locale d'un problème. Ensuite, il faut assouplir ce problème-là par une formulation variationnelle. Pour cela, on va faire ce qu'on appelle une formulation intégrale ou une formulation faible. Bon, ça là, on peut même déjà le préciser dès maintenant. Ici, quand on a une équation aux dérivées partielles, cela veut donc dire que cette équation-là doit être vérifiée en chaque point. C'est pour ça qu'on parle de formulation locale. Alors que quand on résout l'équation par une méthode numérique, on cherche plutôt à écrire l'équilibre au sens global. C'est-à-dire qu'on prend par exemple toute la structure qui doit être globalement en équilibre. Donc toute la structure peut être globalement en équilibre, alors que chaque point de la structure pris individuellement n'est pas en équilibre. Voilà. Donc ça veut dire que là, on assouplit le problème. Voilà. Ensuite, oui. Vous avez dit, ce que vous avez abrégé, on fait appel à, c'est la forme ou la fonction qui décrit, c'est forme ou fonction. Où ça, quel niveau? Petit 1. Effectuer ou rappeler les EDP. Pour cela, on fait appel à la physique. La physique, c'est physique. Parce que pour établir les EDP, on parle de la physique du problème. D'accord? On parle de la physique du problème. Le phi là, c'est la physique. C'est la physique du problème. Tout le monde a vu ça? C'est-à-dire en angle là. Les étapes, on est en page combien? 5. 5? Début page 5, voilà, 6. Début page 6. Début page 6, voilà, début page 6. Vous voyez? D'accord. Depuis la page 6, vous voyez non? Voilà, donc on a dit 1. Effectuer ou rappeler les EDP régissant le problème. Pour cela, on fait appel à la physique. Le fil là, c'est physique. C'est bon? Oui. Et quand vous parlez de formulation forte ou locale, oui. il s'agit de
en train d'expliquer, peut-être que vous n'avez pas suivi. Je dis que quand on regarde l'équation que nous avons vue ici, alors regardez à la première page là, l'équation de Navier là, l'équation de Navier que tout le monde a étudié en MMC. Voilà. Regardez cette équation de Navier là. Allez à la page 1. À la page de l'exemple, absolument. La page 1. Problème de l'astrostation. Ok. Le seul problème de Navier, hein, d'accord? Alors ça, c'est une formulation en termes d'EDP. On dit une formulation locale. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça veut dire que cette équation doit être vérifiée en tout point de l'oméga. D'accord? Si tu prends chaque point individuellement, cette équation doit être vérifiée. D'accord? Alors, quand on parle de formulation globale, ça veut donc dire que, au lieu que chaque point pris individuellement soit en équilibre, c'est plutôt l'ensemble de la structure qui est en équilibre. Donc, l'ensemble de la structure peut être en équilibre sans que chaque point pris individuellement soit en équilibre, absolument. Donc, c'est ça qui justifie donc l'appellation de formulation locale et formulation globale. Et ça, d'ailleurs, pour tout l'intérêt de l'approximation. L'approximation est là. D'accord? Ici, suppose que cette quantité-ci, au lieu de donner 0, donne un petit epsilon positif en un point. Bien. Tu prends la même équation, tu dévalues un autre point. Il donne un epsilon négatif. Mais l'epsilon positif et l'epsilon négatif donnent en plus 0. Donc tu vois que chaque point pris individuellement n'est pas en équilibre. Mais l'ensemble des points est en équilibre. C'est ça alors toute la philosophie de méthode approchée. Donc il y a une formulation locale qui est une formulation forte. Dit que l'équation doit être absolument vérifiée de façon stricte en tout point. Alors que globalement, chaque point pris individuellement peut ne pas être en équilibre, alors que l'ensemble de la structure, l'ensemble des points est malgré tout en équilibre. Donc tout la formulation locale et la formulation globale. Oui. Ah oui, absolument, absolument, c'est cela. Je vois tout simplement local. Faut tout simplement local parce que là tu vois que les contraintes sont très fortes. Chaque point pris individuellement doit être en équilibre. Alors que dans l'autre cas, chaque point pris individuellement peut ne pas être en équilibre, mais l'ensemble donne l'équilibre. Hein, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle l'approche des résidus. On considère que le résultat de cette expression n'est pas égal à 0, mais ça donne un petit résidu. D'accord? Et on parle alors de résidus pondérés. Tu prends l'ensemble des points, tu pondères les résidus, tu as ça quand même 0. Alors que l'ensemble des points pris individuellement n'est pas nul. Ok? Alors là, vraiment, là où le camarade pose des questions vraiment fondamentales, où tout le monde a compris ça, c'est que le cours est fini. Ah oui, je vous assure, c'est ça le fond. Si tout le monde a compris ça, c'est que le cours est fini. C'est que le cours est fini. Si vous avez compris que formulation locale, c'est les EDP, c'est fort. Formulation locale, globale, c'est l'ensemble de la structure, c'est faible, c'est fini. C'est tout ça qu'on fait. Bien. Oui. La formulation intégrale. Oui. Intégrale, justement, pourquoi? Parce qu'on intègre cette équation-là sur tout le domaine. Pour que ça soit maintenant global, au lieu de devenir local. Absolument. Et c'est ça la faiblesse. C'est ça la faiblesse. C'est ça l'aspect approché. D'accord? C'est exactement cela. Donc, l'étape 2 là, il faut donc postuler une fonctionnelle compatible avec les EDP et implémenter une forme variationnelle. Bon, tout ça, on va voir ça dans les exemples, comment ça se fait. Mais ici, il faut préciser que le principe variationnel que nous allons utiliser, c'est le principe de Rayleigh, qui est le principe de stationnarité de la fonctionnelle. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose de très très simple que je peux déjà expliquer dès maintenant, c'est le problème de l'énergie. C'est-à-dire qu'un système est en équilibre quand son énergie est minimale. En réalité, c'est ça. D'accord? Si vous prenez un corps en équilibre, ça veut dire que l'énergie est, on peut dire son énergie est plutôt extrémale. Comme il y a deux extrêmes, soit le minimum, soit le maximum. Alors si c'est minimum, c'est un équilibre dit stable.
Alors que si c'est maximum, c'était l'équilibre dit instable. Donc ça veut donc dire que pour étudier l'équilibre d'un système, on peut passer par l'étude de son énergie. D'accord? Là où l'énergie est extrême, on sait que ça, ce sont les positions d'équilibre. Alors si l'équilibre est stable, l'énergie est minime. Si l'équilibre est instable, l'équilibre est max. Voilà, c'est ça le principe de stationnarité de l'énergie. Bien. Ensuite, maintenant, on effectue la discrétisation. La discrétisation, c'est tout simplement le maillage, comme on a dit tout à l'heure. Ça, nous sommes en page 7, je pense. C'est page 7? Oui, on est en page 7. Le 3, on est au début de la page 7. 3, la troisième étape. Parce que je suis en train de citer les 5 étapes de déroulement de la méthode des éléments finis. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, on résout le SOA et on détermine les variables principales et les variables dites secondaires. Voilà. Alors, pour les prérequis de ce cours, bon, calcul matriciel, calcul vectoriel et tensoriel, géométrie différentielle, transformation d'intégrale. Pour la bibliothèque, bon, j'ai cité quelques ouvrages de référence. Bon, ça, c'est pas pour mémoire, de toutes les façons. Ce que je vous donne ici, c'est largement suffisant pour le cours que vous devez, pour ce que vous devez savoir. Mais sinon, bon, il y a des références comme Gallagher, Zinkiewicz, Zinkiewicz. Pour celui qui va faire peut-être une thèse ou bien de la recherche dans le domaine numérique. Donc, là, par exemple, il ne pourra pas éviter Zinkiewicz, parce que en termes d'éléments finis, c'est vraiment la référence. C'est la référence, on va dire quoi, fondamentale. C'est la référence fondamentale. Tous ceux qui font le numérique, ils passent par là. En tout cas, les éléments finis, en tout cas. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de méthodes numériques. Mais si c'est dans les éléments finis, il faut passer par Zinkiewicz. Oui. Au niveau du cas, vous avez dit que SPA. Oui. Vous avez précisé plus en compte des CL. Oui, conditions limites, bien sûr. Conditions limites, plus en compte de conditions limites, absolument. Et c'est d'ailleurs un des problèmes les plus cruciaux que vous rencontrez. Comment prendre en compte les conditions limites? En général, ça vous dérange beaucoup. Bon, il y a Date et Touzeau. Bon, vous savez que bon, la plupart des bons livres sont en anglais. Donc, si vous voulez faire la recherche, il faut vous mettre à l'anglais. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai cité ici, c'est des trucs en anglais. D'accord? Des trucs en anglais. Voilà. Bon, moi, j'ai proposé un ouvrage en 2018 aux éditions Saint-Honoré, donc c'est publié depuis 2018. Voilà. Oui. Non, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. Faut lire en anglais. Faut lire en anglais. En tout cas, mais mon ouvrage existe sur le net. Vous pouvez taper sur le net. Vous pouvez avoir les versions numériques aux éditions Saint-Honoré. Là, c'est quand même en français. Vous pouvez lire quand même. Voilà. Question? Oui? Ah, ta connexion, ton énergie est partie. Oui. Du 5, hein? Oui, 5, oui. C'est l'étape 5, absolument, oui. Oui. Les variables principales. Oui. C'est chapitre physique chez c'est quoi physique chez ce qui est entre parenthèses. Champ. Le champ physique recherché, c'est le champ. Le champ. Puisque c'est un champ, non? C'est un champ qu'il faut chercher. U, champ quand on peut, par exemple, U, c'est le champ de déplacement. Donc c'est le champ inconnu. Champ, ça veut donc dire la distribution d'une grandeur physique sur un domaine. C'est ça qu'on appelle le champ. C'est un champ. Un champ de vecteur, un champ de tenseur, un champ de ceci. D'accord? C'est le champ physique. Le champ physique recherché. Oui, autre chose? Bien, alors à ce moment-là, donc vous passez plutôt au chapitre 1, qui est plutôt en bas. Parce que là, après ici, j'ai mis plutôt le chapitre 2, alors qu'on passe au chapitre 2, alors qu'on n'a pas vu encore vu le chapitre 1. Donc on va d'abord descendre au chapitre 1. Je crois que c'est à partir de la page 20, hein?
21, ok, la page 21. Ok, page 21. Oui, c'est ça. À partir de la page 21. Oui, c'est ça. Voilà. À partir de la page 21. Voilà. Voilà, c'est ça. À partir de la page 21. C'est ça le chapitre 1. Donc, en scannant, ils ont mis le chapitre 2 avant le chapitre 1. Mais c'est pas grave. Bon, on commence par le chapitre. Ok? Donc, comme on a dit, on va donc commencer à appliquer la MEF à la MMC. On va commencer à appliquer la MEF à la MC. Et puis là, on va prendre les 5 étapes que nous avons définies plus haut, et puis on va les appliquer tout simplement. Donc, oui. Mécanique de milieu continu, absolument. C'est absolument. Mécanique de milieu continu, absolument. Donc, il s'agit de parcourir donc les 5 étapes telles qu'annoncées au chapitre 0. Voilà. Pour la formulation locale, bon, on rappelle les équations de la MMC. Hein. Qu'est-ce qu'on cherche en MMC? En MMC, on se donne un domaine oméga avec une frontière gamma. Ok. Ça, les données, c'est la force volumique petit f, la force surfacique grand T, et pour les conditions limites, on a deux types de conditions limites. On a les conditions justement limites en force, d'accord, qui sont appliquées sur la portion gamma indice T, et la condition limite en déplacement, qui sont par exemple les déplacements imposés, qui sont imposés sur la partie gamma indice U de gamma. Nous sommes à la page 21, non? Comment ça? Vous pouvez pas? 1.1, formulation locale. Oh, ça va. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'on est dans ce domaine, ça là, c'est des données. Ça là, ce sont des données. D'accord? De toute façon, c'est expliqué plus bas. Donc là, c'est expliqué plus bas. Tout le monde y est maintenant? Donc j'ai dit, donc la formulation locale, c'est donc le rappel des EDP. D'accord? Ok. On prend un domaine oméga qui a pour frontière gamma. Et donc, on donne, donc ça ce sont les données. Petit f, c'est le champ de vecteur force interne, qu'on appelle également donc le champ de force volumique, ou bien la densité volumique de force. Grand T, c'est le champ de vecteur force surfacique sur une partie gamma T de gamma. Ok, qu'on appelle la densité surfacique. Gamma T également appelée dans les conditions limites en force. Alors, U est imposé sur certains points de la frontière qu'on appelle donc gamma U. Voilà, et donc on cherche comme inconnu principal la distribution du champ U dans oméga. Donc l'inconnu c'est le champ de déplacement. C'est ça qu'on cherche. Un problème c'est toujours ça. Il y a des données et il y a des inconnus. Les données, nous disons petit f, grand T et gamma, et ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est U. Quand si on cherche U, on peut trouver epsilon. Si on a epsilon, on peut trouver sigma. Si on a sigma, on peut trouver les réactions. C'est-à-dire que le champ de déplacement peut être converti en champ de déformation. Le champ de déformation peut être converti en champ de contrainte. Le champ de contrainte peut être converti en réaction d'appui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'au-dessus là, justement au 5, nous avons dit, on calcule l'inconnu principal et puis les inconnus secondaires. L'inconnu principal, c'est le champ de déplacement. Les inconnus secondaires, c'est la déformation, la contrainte et les réactions d'appui. D'accord? Donc, on cherche donc comme inconnu principal la distribution du champ de vecteur U dans oméga. U est donc l'inconnu principal. C'est un vecteur, c'est un champ de vecteur. Sigma et epsilon sont des inconnus secondaires. Ce sont des champs de tenseur. Ce sont des gradients. Et R, ce sont les réactions de liaison. Alors, la MMC appartient à la mécanique structurelle. C'est-à-dire que la mécanique structurelle, c'est la mécanique pour laquelle le champ de déplacement est l'inconnu principal. Tout simplement. Les calculs de structure, les plaques et les corps, tout ça là. Toute la mécanique où le champ de déplacement est l'inconnu principal, on dit que c'est le domaine de la mécanique structurelle. D'accord? C'est la mécanique type de structure. Alors, les équations locales résument les relations qui doivent exister
que la physique, oui, établit entre les données et les inconnus. Et ces équations pour la MMC sont évidemment de 4 types. Il y a les équations d'équilibre que tout le monde connaît, divergente de sigma plus f est égal à 0 dans oméga. La cinématique en HPP, c'est-à-dire que 2 fois epsilon, c'est le gradient de U plus transposé de gradient U. Bon, ça sont des choses qu'on a vues en MMC. La loi de comportement, pour un comportement éli, c'est-à-dire homogène, élastique, linéaire et isotrope, ce que sigma est égal à lambda epsilon kk delta ij plus 2000 epsilon ij. Voilà. Si c'est dans l'autre sens, c'est plutôt qu'epsilon ij c'est 1 plus nu sur e sigma ij moins nu sur e sigma kk delta ij. Ça, ce sont des équations qui sont déjà établies dans le cours de MMC. Je rappelle seulement, donc je ne le démontre pas. Donc ceux qui ont fait le cours de MMC avec moi, qui a fait un cours de MMC avec moi ici? Personne. Bon, il faut aller réviser le cours de MMC. Ce n'est pas un cours. Vous venez tous de BTS, c'est ça? Bon, ici, lambda et mu sont les coefficients de la mer, E et nu au moins vous les connaissez. C'est le module du les coefficients de poisson. Absolument. Les conditions aux limites, justement, doivent vérifier les champs. C'est que sur gamma t, sigma fois n doit être égal à t. Voilà. Et sur gamma u doit coïncider avec les déplacements imposés. Absolument. Ça, c'est ce qu'on appelle un champ de déplacement cinématiquement admissible. C'est-à-dire que le champ doit vérifier les conditions aux limites imposées. Oui. Sigma, c'est le tenseur de contrainte, non? Et n, c'est là. J'ai représenté ça ici. Voici ça. Voici ça. N, c'est la normale extérieure à la frontière. D'accord? J'ai oublié de mettre n là. D'accord? Voilà, c'est la normale avec l'angle droit là. D'accord? Voilà. Donc, sigma fois n égale à t. D'accord? Regardez ici, si vous remontez ici à la page 21 là. Voilà, à la page 21. Voilà. Prenez un point qui est ici là, sur sigma t. Ok? Vous voyez que extérieurement, il est soumis à grand T. Et intérieurement, il va être soumis à une force qui équilibre grand T. Donc, sigma n, c'est cette force-là qui est comme ça. Et qui équilibre T. Pour que chaque point de la frontière soit en équilibre. D'accord? Voilà. Bon, malheureusement, je ne peux pas reprendre le cours de MMC ici, sinon ce serait trop long. Bon, mais le principe, c'est qu'on part des équations locales. Et maintenant, on développe pour arriver au SE1. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut seulement essayer de rappeler les équations. Que ce soit en calcul de structure, en RDM, en thermique, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que ici, il faut plutôt insister sur la transformation. D'accord? La transformation qui concerne l'aspect numérique, c'est-à-dire transformer les EDP en SE. On est bien d'accord? Bien. Bon, mais sinon, normalement, ce n'est pas bon que vous soyez ici, là, sans connaître ici ça. Par exemple, c'est vraiment la mécanique élémentaire. On est bien d'accord, non? C'est la mécanique élémentaire. Bon, je dis que dites à vos petits frères de ne plus aller au BTS. Dites-leur de venir faire les prépas. D'accord? Voilà, si on veut être ingénieur, il faut faire les prépas, il ne faut pas aller au BTS. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour ça que tu n'as pas vu ici le cours, parce que j'ai bien précisé que NS c'est la normale sortante, au point où il écrit la condition limite. Et j'ai représenté ça. Là, je suis à la fin de la page 23, non? D'accord? Voilà, donc N, c'est la normale sortante, au point où tu écris la condition limite. Absolument. Donc, voilà la formulation locale. La formulation locale, c'est donc sigma, l'équilibre doit être strict en chaque point. C'est ça la formulation forte. Comme on disait tout à l'heure. D'accord? Cette équation doit être strictement respectée en chaque point. Donc, c'est pour ça que j'ai représenté ici. Chaque point, en chaque point, le résultat de cette quantité est 0, 0, 0, 0. Ça doit être un 0 strict. Si je suis en formulation locale forte. Bien. C'est local ou fort? C'est local fort. C'est fort parce que c'est local. D'accord? C'est justement fort parce que c'est local. Bon, maintenant, regardez la formulation faible.
Regardez la formulation faible. Ah, je n'ai pas représenté ça. Ah là là là, peut-être c'est après que j'ai représenté. Bon, alors maintenant on peut expliquer ça ici. Regardez, regardez. Maintenant, supposez que ici, cette quantité-ci donne un petit epsilon plus, un petit epsilon plus, et celui-ci donne deux petits epsilon moins. Vous voyez que globalement, tout le domaine sera en équilibre. D'accord? Alors que chaque point individuellement n'est pas en équilibre. Donc l'équilibre local, c'est un équilibre conservatif. Voilà. On dit que c'est un équilibre conservatif. Parce que les lois de la physique, ce sont toujours des lois de conservation. Et ici, particulièrement, l'équilibre, c'est une loi de conservation de la quantité de mouvement. D'accord? Voilà. Donc, la formulation locale est une formulation localement conservative. Bon, maintenant, la formulation variationnelle, ou bien la formulation intégrale, ou bien la formulation faible, ça, ce sont des termes équivalents. Alors, pour cela, donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Au lieu d'envisager l'équilibre de chaque point, on va plutôt envisager un équilibre global au niveau de toute la structure. Absolument. Donc la formulation variationnelle est la façon la plus générale et la plus systématique de l'analyse par EDP. C'est une formulation alternative du même problème, mais qui exprime plutôt un équilibre au sens large, c'est-à-dire un équilibre global, dans tout le domaine de la structure. Ce qui entraîne des exigences plus faibles sur le champ recherché. La formulation variationnelle suppose l'existence d'une fonctionnelle du problème posé. La fonctionnelle, c'est tout simplement une fonction qui porte sur la fonction inconnue. On va voir ça tout à l'heure, c'est pas compliqué. Une fonctionnelle donc est tout simplement une fonction de fonction inconnue, de l'inconnu principal, qui se présente sous forme intégrale, et qui inclut les EDP régissant le problème de façon implicite. Bon, maintenant alors, la relation entre la formulation locale et la formulation globale, c'est ce qu'on appelle donc les équations d'Euler. Donc la formulation locale est une formulation, et la formulation locale et la formulation variationnelle. Étant deux formulations alternatives d'un même problème, on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Absolument. Et comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre? Justement par la théorie du calcul des variations qu'on appelle les équations d'Euler. Alors, par exemple, pour passer pour un domaine plan, si je prends la fonctionnelle pi, qui est ceci, alors, je vais dire ici que x et y sont des variables indépendantes. U et v sont des fonctions dépendantes, dépendantes justement des variables indépendantes x et y. Absolument, ça tout le monde peut comprendre ça. Et f, la fonction qui est sous l'intégrale, dépend des fonctions dépendantes u et v. Et de leur dérivée partielle jusqu'à un certain ordre. Vous voyez que f dépend de u, de v, de x, de y, de u virgule x, de u virgule y, de v virgule x, de v virgule y, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que pi est une fonctionnelle. C'est-à-dire c'est une fonction de fonction. U et v sont déjà des fonctions elles-mêmes, de x et y. Mais maintenant pi est une fonction de fonction. Mais particularité exprimée sous forme intégrale. D'accord? Bien. Ah oui? C'est vu que qui est une fonction. Oui, pi. Oui. 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 Nous avons que l'intégration de pi dépend à la base de x et y. D'abord de x et de y, absolument. Lorsqu'on aura résolu le problème suivant x et y, oui. On va résoudre le problème maintenant en fonction de la... Là, tu fais comme si tu faisais une intégration analytique. On ne part pas dans ce sens-là. D'accord. Donc là, je vais revenir donc à ta question plutôt par la suite. D'accord? Parce que là, tu parles comme si c'était... On veut juste transformer le problème. Je vais revenir à ton problème après. D'accord? Mais regarde comment on fait. Les équations d'Euler. Il existe autant d'équations d'Euler qu'il existe de fonctions dépendantes. Dans cette formulation. Chaque équation d'Euler est relative à une fonction dépendante. Donc dans notre cas, il y a donc deux fonctions dépendantes qui sont ici U et V. Et maintenant alors, il y a une équation d'Euler relative à U et une équation d'Euler relative à V. Alors quand on applique les équations d'Euler, on passe donc de la formulation locale à la formulation globale. Non, plutôt dans l'autre sens. On passe de la formulation globale à la formulation locale. D'accord? Pour passer
de la formulation globale à la formulation locale, on applique les équations d'Euler. Puisque les deux formulations, c'est donc les formulations d'un problème. Donc on doit pouvoir passer de l'une à l'autre. D'accord? Voilà. Donc, ici, il y a une équation d'Euler d'après U et une équation d'Euler d'après V. Alors, les équations d'Euler elles-mêmes, c'est ceci. Alors, d rond de f sur d rond de u, moins d sur du de d rond de f sur d rond de u virgule x, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, là où on a moins pour les dérivés d'ordre impair et plus pour les dérivés d'ordre pair. Hein, d'accord? Pour V, c'est pareil. Donc, la fonctionnelle définie sur le domaine oméga inclut donc les EDP de façon indirecte, puisque quand on dérive, hein, quand on applique les équations d'Euler, on passe d'une formulation à l'autre. Donc ça veut donc dire que ce sont des formulations qui sont équivalentes. Simplement, l'une est forte et l'autre est faible. D'accord. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Voilà. Et bon, maintenant, alors, on revient pour expliquer ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en mécanique structurelle, la fonctionnelle la plus utilisée, c'est l'énergie potentielle. Car la configuration d'équilibre d'un système est donnée par l'analyse de son énergie. En fait, cette étude est liée aux critères d'optimisation de la fonction énergie. En particulier, l'équilibre d'un système correspond à un extrémum d'énergie. L'équilibre stable correspond à un minimum d'énergie. Tandis que l'équilibre instable correspond à un maximum d'énergie. C'est ce qu'on a bien dit tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les conditions de Kuhn-Tucker. Vous avez fait de la recherche opérationnelle déjà? Non, non, ça vous avez fait de l'optimisation, d'accord? C'est ce qu'on appelle les conditions d'optimisation de Kuhn-Tucker. Peut-être vous avez fait ça avec le docteur, le mathématicien a vu tout ça, non? Hein? Le mathématicien a vu tout ça. Ce sont les conditions générales de Kuhn-Tucker. Premier ordre, deuxième ordre, ainsi de suite. Premier ordre, c'est juste pour l'extrémalité. Deuxième ordre, c'est on discrimine maintenant les extrémums, le minimum et le maximum. D'accord? Donc, en tout cas, premier ordre, c'est l'extrémalité. Deuxième ordre, donc on va à l'ordre 2, voilà, c'est soit min, soit max. Bon, maintenant, si on schématise cela, supposez que ça, c'est la fonction énergie. Par exemple, ici, c'est la fonction pi que nous avons prise. Et maintenant, ici, le champ de déplacement U. Donc, voici une schématisation de l'énergie. Donc, vous voyez que sur cette fonction, voici les deux positions extrémales. D'accord? Ça, c'est un minimum et ça, c'est un maximum. Regardez ici. Si je suis dans cette position et que je donne un petit déplacement infinitésimal, vous voyez que je reste dans le creux. On dit là que l'équilibre est stable. Alors que si je suis ici, à partir d'ici, si je donne un petit delta U, je tombe. Donc ça veut dire que ici, l'équilibre est instable. Le maximum d'énergie correspond à un équilibre instable, alors que le minimum d'énergie correspond à un équilibre stable. Par contre, l'équilibre tout simple correspond à un extréma, c'est-à-dire soit un min, soit un max. Est-ce que tout le monde comprend ça? Bien. Bon, c'est vraiment le cœur de la leçon. Hein. Vraiment, si tout le monde a compris ça, je pense que c'est... Le reste, c'est du calcul, je vous assure. Le reste, c'est du calcul. Les fondamentaux, c'est ça. Formulation locale forte. Pourquoi? Parce que l'équation doit être vérifiée de façon stricte en chaque point. Formulation globale faible. Pourquoi? Parce qu'un point P individuellement peut ne pas être en équilibre, mais par contre, l'ensemble de la structure est malgré tout en équilibre. Hein? Parce que l'équation donne des résidus, soit positifs, soit négatifs, mais qui s'annulent globalement. Voilà. Donc on va donc parler de système localement conservatif et de système globalement conservatif. Oui. Si on considère la fonction de la phase de oui. Vous avez dit que, bon, je ne sais pas, le schéma, je ne sais pas si c'est moi qui comprends bien le schéma, parce que oui. Si on regarde la progression des énergies sur la ligne de E et pi, oui. Ça, c'est-à-dire que c'est l'ordonnée, c'est la fonction que je représente. Et la variable maintenant ici, c'est U. Justement parce que c'est une fonction de fonction. Ici, U est pris comme une variable. Et la variable est une fonction. C'est pour ça qu'on dit que pi là est une fonctionnelle. L'énergie est une fonctionnelle, c'est une fonction de fonction. Oui, oui. C'est comme si toi,
tu prenais par exemple f de x, tu mettrais f ici et x là. Ça, il n'y a pas de souci, c'est exactement pareil. Sauf que ici, la seule différence, c'est que ta variable est elle-même une fonction. D'accord? De toute façon, il y a un exemple qui va suivre là. Peut-être on peut revenir dessus. Donc, ça veut donc dire que la condition d'équilibre, c'est quoi? Ben, c'est une condition simple que vous voyez. Hein? Une fonction est fait où? Là où la dérivée s'annule. C'est tout. Donc, ça veut donc dire que pour chaque problème de reste, on doit construire un qui est dérivé. Là où la fonction s'annule, c'est ça qui va nous donner la condition de S là. C'est tout. La condition d'équilibre. C'est tout. Est-ce que tout le monde comprend ça? Voilà. C'est tout. C'est tout. Hein, d'accord? Hein? Là où il y a l'équilibre, c'est là où la fonction est extrême. Et là où la fonction est extrême, mathématiquement, ça veut dire que la dérivée s'annule. D'accord? C'est la tangente horizontale, comme tu étudies les fonctions depuis la seconde. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la condition de stationnarité. D'accord? Ça, c'est le principe de stationnarité de l'énergie, qu'on appelle le principe de Rayleigh-Ritz. Alors, donc, l'équilibre d'un système est atteint quand son énergie est stationnaire. Et plus généralement, parmi toutes les configurations cinématiquement admissibles d'un système, celles qui satisfont les équations d'équilibre rendent l'énergie potentielle stationnaire par rapport à toute variation infinitésimale admissible de déplacement. Absolument. Ah voilà, donc j'ai fait quand même ça, parce que je me suis dit, oh, vous ne pouvez pas ne pas faire ça. Donc, j'ai fait la formulation locale tout à l'heure. Voici la formulation globale. Ici, je suppose que j'ai discrétisé mon domaine en 3 points. Le premier point à epsilon, ça, c'est le résidu de cette expression. Puisque ce n'est pas exactement 0. Ça donne le résidu epsilon. Le deuxième point donne également le résidu epsilon. Mais le troisième point donne le résidu moins 2 fois. Tout ce sont des résidus. Ce sont des petites quantités. Mais vous voyez que epsilon plus epsilon moins 2 fois epsilon donne 0. Alors que chaque point plus individuellement n'est pas en équilibre. Donc ça, c'est un système qui est globalement conservatif. Alors qu'il n'est pas localement conservatif. Vous voyez donc, si je trouve cette solution, même s'il est admissible pour l'industrie, malgré tout, en théorie, ce n'est pas précis. C'est comme ça qu'on dit, ce n'est pas précis. Ce n'est pas suffisamment précis. Mais le niveau de précision est suffisant pour que le résultat soit applicable dans le problème pratique. Ce qui n'est pas valable si on recherchait une solution analytique. Parce qu'analytiquement, il aurait fallu que chaque résidu soit absolument nul. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est tout le cœur de la leçon. D'accord? Et ceci, ce n'est même pas propre aux éléments finis, c'est propre à toutes les méthodes numériques. Puisque les méthodes numériques sont approchées. Tu as une solution qui est admissible. D'accord? Pour être appliquée sur les problèmes pratiques d'industrie. Alors que si on raisonnait analytiquement, ce ne serait pas juste. D'accord? On parle donc de solutions approchées. Et ça, c'est ça justement l'approximation. Ça justement l'approximation. Est-ce que tout le monde comprend un peu ça? C'est la philosophie globale de la chose. Ok. Donc j'ai dit donc que le domaine composé de 3 points de globalement en équilibre, alors que chaque point pris individuellement n'est pas en équilibre. Donc il y a une non-conservation locale, par contre il y a une conservation globale. Voilà. Alors, l'expression de l'énergie potentielle totale d'un système mécanique. Voilà. Pour en déduire les EDP régissant le problème. Alors ici, ça c'est un exemple que je suis en train de donner, je pense, non, oui c'est ça, l'exemple que je suis en train de donner. Alors, l'exemple je l'ai mis où? On dirait que j'ai mis l'exemple ici. Ok, alors donc ici qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui c'est ça, je suis seulement en train d'exprimer l'énergie. Ok, je suis en train d'exprimer tout simplement l'énergie. Je suis en train d'exprimer l'énergie, mais j'ai l'impression que je résous le problème avant de mettre l'énergie. Donc, ça veut donc dire que vous passez d'abord à la page 30. À la page 30, j'établis d'abord l'expression de l'énergie. À la page 30. L'expression de l'énergie.
à la page 30. Tout le monde est à la page 30? Est-ce que tout le monde est à la page 30? Hein? À la page 30, tout le monde est à la page 30? À la page 30, tout simplement, ce que je fais à la page 30, c'est que je montre comment on exprime l'énergie. Donc ici, au début de la page 30, là. Si vous prenez, tout le monde est à la page 30? Oui, au début de la page 30, là vous voyez, donc mon grand domaine oméga toujours là, avec sa frontière, c'est ça? Ok. Je suppose que les données sont toujours grand F à l'extérieur, petit f à l'intérieur, les contraintes initiales, sigma 0, epsilon 0, la force extérieure T. Hypothèse, je suis un matériau Li. Li, je rappelle que c'est un matériau homogène, élastique, linéaire, isotrope. Sigma 0, epsilon 0 sont les quantités initiales. C'est un... Hein? H c'est un matériau homogène, ça c'est H c'est pour homogène, E c'est pour élastique, L c'est pour linéaire et I c'est pour isotrope. Un matériau isotrope, c'est un matériau qui est comment? Qui ne parle? Dans toutes les directions. Voilà, donc on parle d'invariance directionnelle. Un matériau linéaire. D'abord linéaire. Linéaire, matériau linéaire, c'est comment? Linéaire, ça veut dire que son comportement c'est une droite. D'accord, c'est ça, linéaire. Ça veut dire que son comportement est proportionnel. D'accord, ok. Voilà, d'accord. Sigma égale à E fois epsilon. Avec E qui est une constante pure. C'est ça, la linéarité. L'élasticité, c'est quoi? Oui, mais le mot exact. Voilà, c'est ça, la réversibilité. C'est-à-dire que quand tu déformes le matériau, si tu relâches l'effort, il revient à sa position initiale. C'est ça l'élasticité. C'est ça l'élasticité. Donc ça, alors que la linéarité, c'est la proportionnalité. L'élasticité, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que tu montes, tu descends sur la même ligne. D'accord? Tu charges, tu décharges sur le même chemin. Et maintenant, l'homogénéité, même propriété en tous les points. D'accord, c'est une invariance ponctuelle, si on veut. Voilà. Donc, C ici, c'est la matrice des modules de la cécité. F, ce sont les forces surfaciques ponctuelles. Alors, l'énergie pour cette structure est donnée par ça. Donc, l'énergie, c'est πP. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est donné sous forme d'intégrale. Absolument. Sous forme d'intégrale. Et toutes les fonctions qui sont là, ce sont des fonctions qui elles-mêmes dépendent de x et de y, puisque ce sont des champs de tenseurs. D'accord? Donc, ici, évidemment, c'est une quantité qui est une quantité scalaire. Alors que epsilon, C et epsilon, ce sont des quantités qui sont tensorielles ou matricielles, qui ont des représentations matricielles. D'accord? Regarde, si tu prends C fois epsilon, ça te fait un vecteur. Maintenant, si tu transposes un vecteur que tu multiplies par un vecteur, ça te donne un scalaire. Hein, d'accord? Mais tu prends un vecteur comme ça. Tu transposes le même vecteur ici. Tu transposes et tu multiplies par ça, ça te donne un scalaire. Si tu as ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça. Hein, d'accord? Ça te donne un scalaire. D'accord? Ok? Donc, il faut bien comprendre que les fonctionnels sont de nature scalaire. D'accord? Alors que ici, là, en général, les fonctions dépendantes, là, ce sont des champs. Ce sont des champs, soit de vecteurs, soit de tenseurs. D'accord? Donc, toutes ces quantités-là sont des scalaires. Donc, vous prenez un vecteur, vous multipliez par un autre, vous transposez, vous multipliez par un autre. OK? Et maintenant, sur la forme, l'énergie, c'est quoi? Ben, l'énergie, c'est tout simplement une contrainte multipliée par une déformation. Tout simplement. D'accord? C'est une contrainte multipliée par une déformation. Ou bien, plus simplement, c'est une force multipliée par un déplacement. C'est pareil, non? C'est ça l'énergie, non? Parce que l'énergie, c'est le travail. L'énergie, c'est le travail. Donc, c'est une force fois déplacement. Maintenant, si tu convertis ça en quantité interne, c'est une contrainte fois une déformation. Voilà. Donc, quand tu prends, par exemple, C multiplié par epsilon, c'est ça de la contrainte. Maintenant, tu multiplies l'epsilon par une contrainte, ça fait une énergie. D'accord? Ici, pareil, C fois epsilon 0, c'est une contrainte. Et bien, epsilon fois une contrainte, c'est une énergie.
Ici, c'est pareil. Epsilon fois sigma 0, c'est une énergie. Ici, U fois F, c'est ça. Force fois déplacement, c'est une énergie. Donc, c'est un travail. Ici, pareil. U fois T, c'est un travail. Donc, c'est une énergie. Ici, pareil. U fois F, c'est un travail. Donc, c'est une énergie. Oui, non. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment on calcule l'expression générale de l'énergie en MC. D'accord? L'expression générale de l'énergie en MC. Même si c'était des plans époques, ça serait tout pareil. Simplement, les expressions de sigma et epsilon seraient plus compliquées. Mais c'est exactement la même forme. Ça, l'énergie. D'accord? Et ça, l'énergie. Bien, maintenant, exercice d'application, donc, soignez la structure suivante. Qui est soumise uniquement à une densité linéaire d'effort Q égale à Cx porté par X. Bien. Donc, voici ma structure qui est une poutre simple, c'est une barre, d'accord, qui est soumise uniquement à une force volumique d'expression Q égale à Cx porté par X. Ok. Et c'est une force qui est linéaire. Voilà, une force linéaire intérieure. La portée de la poutre est L. Ok. Question. On demande de trouver l'énergie potentielle totale associée à cette structure. Donc, d'appliquer la formule que nous venons de voir. Deuxième question. En appliquant la théorie des variations, ou bien la théorie de l'heure, ok. Donc, là j'ai l'impression qu'elle s'est mélangée de pédales, là, oui. Donc là, nous sommes à la fin de la page 31, c'est ça? Bon, maintenant, après, il faut repasser à la page 29. Oui, je crois que c'est ça qu'il a fait. Oui. Donc là, elle s'est mélangée les pédales, là. Oui. Oui, c'est-à-dire, après la page 31, là, vous regardez, ouais, la deuxième question. En appliquant la théorie des variations, vous voyez qu'il y a une interruption là. Il faut remonter maintenant à la page 29. Monsieur, pardon. Hein? On a dit CQ égale à CX. Oui. CX porté par X. Oui, monsieur. CX s'assimile à quoi sur le chemin? Ah, bonne question. On va revenir dessus. Ok, puisqu'on va résoudre le problème. D'accord, bonne question. Et retenez simplement que la force est linéaire, est une force intérieure. D'accord? Ok, c'est pas une force extérieure. Alors, bon là, maintenant, je finissais d'abord d'exposer le problème lui-même. Ok? Donc, vous voyez donc que là, oui, elle s'est mélangée un peu les pédales. Donc, après la page 31, vous revenez plutôt au-dessus de la page 29 pour finir la question. Alors, donc, je repars à la page 31 et je relis le problème. J'ai dit donc, première question, trouver l'énergie potentielle totale associée à cette structure. Deuxième question, en appliquant la théorie des variations, maintenant vous remontez à la page 29, voilà, en début les EDP régissant le problème. Ok. Donc là, elle a fini la page sans même avant de revenir à la page 29. Bon, là c'est un peu mélangé. Okay. Est-ce que tout le monde a bien noté les deux questions du problème? Bien. Bon, mais on va donc appliquer directement ce qu'on vient de voir là. Bon, c'est très très simple. Alors, donc j'ai dit maintenant solution du problème. Ici, le problème est unidimensionnel. Donc, ça veut donc dire que toutes les quantités vectorielles ou matricielles ou tensorielles deviennent des scalaires, puisqu'on est à une seule dimension. U, c'est le champ de déplacement. Elle a une seule composante. C'est donc l'attraction. D'accord? Epsilon, donc, a donc une seule composante aussi. Par définition, epsilon, c'est d rond de U sur d rond de X. D'accord? Donc, c'est U virgule X. Alors, la matrice des modules d'élasticité se réduit à E, c'est-à-dire au module du. Voilà. Q est linéaire. Bon, maintenant, je réponds à votre question. Donc, regardez bien, d'accord? On a Q est linéaire, ça veut dire que quoi? Une force linéaire, sa dimension, c'est quoi? Ce sont des newtons par mètre. Alors que, donc, l'intensité de Q, c'est C fois X. Donc, ça veut dire qu'on en déduit que C, c'est quoi? Pour que C fois X soit des newtons par mètre, il faut que C soit quoi? Une contrainte, puisque X, lui, c'est un mètre. D'accord? Là, maintenant, je réponds à votre question. Est-ce qu'on est d'accord maintenant? Ok? Pour que Q, puisqu'on a bien précisé dans l'énoncé que Q est linéaire, une force linéaire, ce sont des newtons par mètre. Or, si un Cx est un newton mètre, ça veut donc dire que C est un newton sur mètre carré, puisque X lui-même est déjà un mètre. C'est ça, non? Voilà. Donc ça veut donc dire que C a la dimension d'une contrainte. Absolument. Oui, voilà.
Oui. Et comme S est une force volumique, alors pour passer de la force surfacique à la force volumique, non, pour passer de la force numérique à la force volumique, il faut diviser par S. Puisque Cx, c'est un newton sur mètre. Donc pour avoir une force volumique, il faut diviser par S. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Bien. Sigma 0 et epsilon 0 sont dans ce cas nuls, puisqu'on ne nous a pas dit qu'il y avait des contraintes initiales et des déformations initiales. Oui, question, oui. On continue. Oui. Oui, parce que ici nous sommes en une dimension. Il s'agit juste d'une traction unidimensionnelle. Vous avez dit que ça fait non, ce n'est pas une contrainte. C'est la matrice des modules d'élasticité. Oui, c'est la matrice de comportement. Ici, comme on est en traction simple, qu'est-ce qui pilote la traction? Mais c'est le module du. C'est ça, non? On est en une dimension. Donc toutes les quantités matricielles tensorielles reviennent à des quantités scalaires. C'est ce que j'ai dit. Oui, vous posez. Ah oui, d'accord. Ok, oui, mais il n'y a pas de confusion possible. Puisque le C qui est ici, c'est un scalaire, alors que notre C est une matrice. C'est bien, j'ai bien précisé. Regardez bien. J'ai bien mis C là. C là est équivalent à E. Ceci là, c'est une matrice. C'est la matrice de module d'élasticité. Absolument. Et c'est le C là qui est dans l'expression de pi. D'accord, on est bien d'accord. C'est la matrice. D'accord, ok. Est-ce que là tout le monde a suivi? Bien. À ce moment-là, j'applique donc, je prends donc mon expression, j'applique. Alors, voilà l'expression qui est là. Alors, j'identifie. J'ai déjà identifié epsilon. J'ai identifié C. J'ai identifié epsilon. Alors, comme toutes ces quantités sont scalaires, ça va faire donc 1 demi de epsilon au carré, c'est-à-dire 1,x au carré fois E. D'accord? Voilà. D'accord, c'est ça, 1 demi de epsilon fois E fois epsilon. D'accord? dV moins U fois F fois dV. Alors, donc, est-ce que tout le monde voit ça? Je suis ici. Je suis en train d'appliquer la formule de la page 30 pour trouver l'énergie. Tout le monde y est? La formule de la page 30. D'accord. J'ai un demi. J'ai peut-être sur le volume. Le volume, c'est quoi? C'est dV. D'accord? Ou bien d oméga. D'accord? Ok? Un demi. Epsilon. Nous avons dit que dans ce cas, epsilon, c'est epsilon virgule x. C'est là, non? Le voici, non? C'est-à-dire d rond de u sur d rond de x. C'est ça? Bien. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est vrai que bon, c'est. Est-ce que c'est tout? C'est pas bon. Vous ne voyez pas. Alors, epsilon, venez à la page 29. Au début de la page 29. Voilà, après le déplacement U. Il y a la déformation, epsilon. Il y a la matrice de module d'élasticité, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a la définition de Q. Il y a la définition de epsilon 0, sigma 0, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça que j'applique dans la formule de la page 30. D'accord? Je prends seulement les termes et je mets. Il n'y a pas plus de tout déterminé. Bon, monsieur. Oui. Dans la formule générale, il y a un petit T là. Un petit? Non, qui est jamais transposé. Je transpose que c'est un vecteur. Je transpose. Oh, si la quantité scalaire est scalaire, le transposé c'est lui-même, non? D'accord? C'est quand tu as une quantité matricielle que tu mets des mots comme ça. Quand tu transposes, tu couches. C'est ça, non? Mais si c'est la quantité est scalaire, mais bon, il ne va pas tomber, d'accord? Il va faire, d'accord? Tu le transposes, c'est lui-même. D'accord? Voilà. Epsilon qui est la dit transposée. D'accord? Ok. Bien. Alors, est-ce que jusque là tout le monde est d'accord? Bien. Donc, est-ce que là maintenant tout le monde voit donc d'où sort donc l'expression qui est donc en page 29 là? E est égal à pi p égale à intégrale de 0 à L. 1 demi de u virgule x e u virgule x dv moins intégrale de 0 à L u. Alors, le premier terme c'est ça. Le premier terme c'est epsilon transposé, c'est fois c fois epsilon.
Le deuxième terme, il y a epsilon 0. Est-ce que nous on a epsilon 0? Non, ça s'en va. Le troisième terme, il y a sigma 0. Est-ce que nous on a sigma 0? Non, ça s'en va. Le quatrième terme, nous on a U transposé fois F. F c'est la force volumique interne. Nous avons déjà trouvé son expression. Hein? Et U c'est U lui-même. Il n'y a pas de problème. Hein? De l'autre côté, il n'y a pas de force surfacique. Et il n'y a pas de force ponctuelle. Donc ça veut donc dire que je n'ai que deux termes. Jusque là ça va? Ok. Alors donc voyez donc, voilà donc l'expression de l'énergie pour ce problème-ci. C'est tout. Donc cela veut donc dire que si je reviens maintenant à l'expression de la fonctionnelle, il faut donc que j'identifie la force, l'expression de la fonction f qui est sous l'intégrale. Pour que je ramène la chose aux équations de l'heure. D'accord? Donc ça veut donc dire que ici, j'identifie donc f comme quoi? Comme tout ceci. Hein? Rappelez-vous, repartez à la page, je crois c'est la page du dessus, là, c'est quelle page? À la page, voilà, à la page, hein, pour trouver les équations de, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, à la page 25, absolument, à la page 25. Regardez, hein, regardez pi. Pi, c'est l'intégrale d'une fonction f de tout ça. D'accord? Donc, pour que j'écrive les équations de l'un, il faut donc que j'identifie d'abord f. C'est ça, non? Voilà. Ok. Bien. Donc, une fois que j'ai identifié f, maintenant, je peux donc écrire. Bon, nous avons dit dans le cours qu'il y a autant d'équations de l'heure qu'il y a de fonctions dépendantes. Ici, il y a combien de fonctions dépendantes? Une seule, qui est U. Il y a combien de variables indépendantes? Une seule, qui est X. C'est tout. Donc, ça me permet d'écrire donc l'équation de l'heure correspondante. Voilà. Dans l'équation de l'heure, ça fait tout simplement que on a... Donc j'identifie f comme ceci. Et maintenant, dv, par définition, c'est le volume élémentaire. Le volume élémentaire, je peux dire que c'est la section fois la longueur élémentaire. C'est ça, non? Voilà. C'est la section fois la longueur élémentaire. À ce moment-là, maintenant, alors je pense que c'est à partir de là, maintenant, qu'on passe à 32 pour finir. Voilà. Donc j'ai dit donc qu'il y a une seule variable indépendante x, une seule variable dépendante u, et donc il y a une seule équation de l'heure qui s'écrit donc comme ceci. Et si je dérive f par rapport à u, je trouve cx. Si je dérive f par rapport à u virgule x, je trouve s fois e fois u virgule x. Hein, tout le monde peut dériver, hein, c'est là au-dessus. D'accord? Si je dérive f par rapport à u, ça me fait moins cx. Si je dérive f par rapport à u virgule x, ça me fait le 2 si qui part éliminer celui-ci. Il me reste donc s fois e fois u virgule x. D'accord? Voilà. Donc à ce moment-là, cela veut donc dire que voici l'équation de l'heure. Bon, il suffit de transformer un peu. Je peux multiplier par moins. Là, je suis toujours à la page 31. Là, je suis à la page 31. D'accord? Une variable indépendante x, une variable dépendante u, une seule équation de l'heure, je dérive, je transforme. Bon, vous voyez que ici, je peux mettre ici e fois u virgule x en facteur. Parce que ici, u virgule x, ça veut dire que c'est une dérive. Parce que ici, là, je dérive s, e, u virgule x par rapport à x. Donc ça veut dire que, comme s et e sont des constantes, il faut que je dérive u deux fois. Voilà. Or, dériver u deux fois, je peux encore remettre ça sous cette forme-ci. Hein, c'est-à-dire que je mets s à l'extérieur, je mets e fois u virgule x, que je dérive par rapport à x, puisque e lui est constant. Voilà. Or, vous savez que sigma, ce n'est autre chose que e multiplié par epsilon. Donc je peux remplacer e fois u virgule x par sigma x. Voilà. Et sigma x virgule x, ben, c'est sigma x virgule x. Et ici,
si je dois diviser tout ça par S, ça me donne donc sigma virgule x plus cx sur S est égal à 0. Or, ça c'est justement donc le VP qui est donc divergent de sigma plus F est égal à 0. Donc ça veut donc dire que à partir de la fonctionnelle et des équations de l'heure, je retrouve l'équation d'équilibre forte. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice, le petit TD? Non. Alors, à quel niveau vous êtes perdu? Première question, vous demandez de trouver l'expression de l'énergie. Dérivé par rapport à une Dérivé par rapport à... Ah d'accord, ok, dérivé par partie de U. Bon, ok, bon, c'est bon. Vous avez l'expression de F. Ok, voici F. F est égal à 1 demi de S au U virgule X au carré. Voilà. Si vous dérivez F par rapport à U, mais ça c'est le deuxième terme là, donc vous dérivez, il reste moins CX, non? Hein? Voilà. Maintenant, si vous dérivez F par rapport à U virgule X, hein? Il reste S fois E fois U virgule X, non? Voilà, c'est ça que je mets ici au début dans la page 31, c'est ça qui est là. Donc, moins CX, moins D sur DX, de D rond de F sur D virgule X, c'est ça. C'est ça, non? Maintenant, je dérive alors ça là par rapport à X. Ça fait donc U virgule XX, je dérive deux fois. C'est ça, non? Voilà. Jusque-là, c'est bon? Bien. Maintenant, quelques remarques. Pourquoi est-ce qu'on parle donc de formulation intégrale? Bon, je pense que j'y ai déjà répondu. Parce que pi est sous forme d'intégrale. La fonctionnelle est sous forme d'intégrale. Pourquoi est-ce qu'on parle de variation, de formulation variationnelle? Justement, parce que la solution est donnée sous forme d'une variation. Hein, parce qu'on trouve la solution en disant que pi est stationnaire. Donc on trouve on étudie la variation de pi. On écrit que l'équilibre correspond à d rond de pi sur d rond de E égale à 0. Donc on explique la solution en écrivant une variation. C'est pour ça qu'on parle de formulation variationnelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de formulation forte? Bon, ça je l'ai déjà expliqué. Ben parce que dans l'EDP, voilà, dans l'EDP, l'équation doit être vérifiée de façon stricte. Voilà. Et ici, vous voyez que dans l'EDP, U est dérivé à l'ordre de 2. Hein? Parce que vous avez U virgule XX. Alors que dans la formulation forte, alors U est dérivé simplement à l'ordre 1. Hein? Vous voyez, non? Regardez F. Regardez dans l'expression de F. Regardez dans l'expression de F. Hein? Regardez dans l'expression de F. Vous voyez que dans l'expression de F, U est dérivé simplement une fois. Parce que j'ai U virgule X au carré. D'accord? Alors que dans l'expression dans le DP, U est dérivé deux fois. D'accord? Donc, ouais, donc, pour intégrer une fonction qui est dérivée deux fois et une fonction qui est dérivée une seule fois, bah, ce n'est pas la même chose. Hein? D'accord? Donc, les conditions sur une sont plus fortes que sur l'autre. C'est pour ça qu'on parle donc de formulation forte et formulation faible. Donc les exigences de continuité sont plus fortes pour U virgule XX. U doit être continu avec ses dérivés jusqu'à l'ordre 2. Alors que pour U virgule X, U doit être continu avec ses dérivés jusqu'à l'ordre 1. Bon, donc on peut arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Donc, je vais demander qu'on programme encore jeudi et vendredi. D'accord? En espérant que cette fois-là, il y aura la lumière partout et que les autres pourront suivre. Mais en tout cas, ceci, ça va être donc enregistré sous forme de vidéo. C'est enregistré sous forme de vidéo, donc ça veut dire que même vous pouvez revisiter tout ça. D'accord? À partir de ce soir ou bien de demain, le temps que le service d'informatique mette ça sur la plateforme. D'accord? Vous pourrez suivre tout ça là de façon virtuelle. Ok? Donc je vais demander qu'on le programme donc ça jeudi et vendredi. D'accord? Hein? Oui, non, pas demain, non, pas demain. Le programme de la semaine est déjà établi, non? Est-ce que le programme de la semaine, on établit ça la semaine précédente? Je dis pour la semaine prochaine. Donc à partir de demain et vendredi, vous regardez sur vos plateformes pour donc
voir le programme de la semaine prochaine. Bon, mais je vais demander qu'on programme ça jeudi et vendredi 16h comme d'habitude. Ok? Voilà. Donc là, ça veut donc dire que nous avons déjà fait un chapitre et demi. On a fait le chapitre 0 et une moitié du chapitre, une moitié du chapitre. Le cours n'est pas trop long, hein? C'est pas trop long. Pas trop long. Voilà. Ok? Donc on dit donc à jeudi, en principe.